Un petit village dans le Kouban, 15 000 habitants, tout le monde se connaît. 33 lampadaires dans la rue centrale, le reste est une obscurité totale. Et dans cette obscurité, il s'est passé quelque chose qui a secoué tout le pays. Si les habitants n'avaient pas commencé à tirer la sonnette d'alarme, le crime aurait pu rester non élucidé. L'obscurité totale dans la ruelle. Les meurtriers ont traîné la victime dans les fourrés pour achever leur œuvre. Des traces de sang sur le sol. L'herbe avait séché et noirci à cause du sang coagulé. Et puis, un appel anonyme a retenti. Une voix d'homme a prévenu. Pendant que les proches enterrent la victime, quelqu'un essaie d'étouffer l'affaire. Cette tragédie a détruit la vie d'une famille entière et a choqué tous ceux qui en ont appris les détails. 5 enfants sont restés sans mère, et une question est restée gravée à jamais dans l'esprit de chacun d'eux. Qu'est-il vraiment arrivé à maman? L'affaire Natalia Dmitrieva est plus qu'une simple chronique criminelle. C'est le récit de l'horreur, de l'étouffement et d'un système qui ne s'est réveillé que lorsque la société ne l'a pas laissé dormir davantage. Une tentative de comprendre la chaîne d'événements qui ont mené à cette horrible tragédie dans le Kouban. Une réponse aux questions principales. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Et pourquoi l'enquête locale n'a-t-elle pas été pressée de prendre en charge l'affaire? Pour quelles raisons plus de 30 agents des forces de l'ordre ont-ils été renvoyés après ce meurtre? Le corps de la femme, défiguré au point d'être méconnaissable, a choqué même les agents expérimentés qui en avaient vu d'autres. Ceux qui sont arrivés les premiers sur les lieux n'ont pas pu en parler pendant des semaines. Un regard fuyant, une cigarette tenue de main tremblante, un long silence. Mais l'enquête n'a pas commencé immédiatement. Seulement après que la cruelle agression contre Natalia a provoqué une large indignation publique. Psybaï, un petit village dans le kraï de Krasnodar, qu'il était autrefois prévu de transformer en commune urbaine. Un village ordinaire, pas un trou perdu. Environ 15 000 habitants. La ville est loin, bien sûr. Ici, tout le monde se connaît de vue. Le centre est délimité par les lampadaires, un tronçon de rue de 200 mètres où les ampoules sont allumées. Au total, 33 luminaires sur la route principale et 14 autres répartis dans d'autres quartiers. Pendant la journée, c'est un village ordinaire. Les enfants courent dans les cours, des grands-mères sur les bancs. Des voitures passent rarement sous le vent de la poussière. Mais au crépuscule, tout change. Le soleil se couche et la majeure partie de Psybaï est plongée dans l'obscurité. Pas dans la pénombre. Quand les yeux s'habituent et que l'on commence à distinguer des silhouettes. Dans une obscurité véritable et dense où l'on ne voit rien à 1 mètre de soi. Les autres rues, à la tombée de la nuit, sont plongées dans l'obscurité absolue, au sens littéral. Les habitants s'y sont habitués depuis longtemps. Après 9 heures du soir, seules les personnes qui connaissent parfaitement le chemin se promènent dans ces rues, qui se souviennent de chaque nid de poule, de chaque virage. Il en fut de même dans cette ruelle où le corps mutilé de Natalia fut découvert. Le 13 mai 2018, à minuit, Natalia Dmitrieva, mère de famille nombreuse âgée de 40 ans, rentrait chez elle après avoir rencontré son amie Vera au café local Ivushka. Une soirée ordinaire. Les femmes s'étaient assises, avaient parlé. Natalia était de bonne humeur. Il était rare qu'elle puisse s'échapper de la maison, se distraire du quotidien. Les caméras de surveillance ont enregistré. 2 adolescents la suivaient. D'abord à une petite distance, puis plus près. La femme n'est jamais arrivée chez elle. La distance entre le café et sa maison était de moins d'1 kilomètre. 5 minutes à pas tranquille. Natalia marchait seule, dans l'obscurité. Un chemin familier parcouru des centaines de fois. Ses chaussures claquaient sur l'asphalte. Elle ne s'est pas retournée. Pourquoi? Psybaï est un endroit tranquille où tout le monde se connaît.
Ce qui s'est passé exactement entre la victime et les adolescents dans la ruelle sombre, personne ne le savait au début. Mais pour elle, tout s'est terminé par un véritable cauchemar. Ce que les criminels ont fait du corps rappelle une scène de film d'horreur. Selon les premières informations, Natalia a été frappée à l'arrière de la tête avec une pierre. Le coup fut inattendu. La femme est tombée. Ensuite, pire, viol, bouche et oreilles déchirées. Crâne fracassé. Ils l'ont frappé avec des pierres encore et encore. Ensuite, les sadiques ont extrait les organes internes de la femme. Ils ont fait cela consciemment, méthodiquement. La mort a été atroce et horrible. Les cris de la malheureuse ont été entendus par les voisins pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est long si l'on imagine. Pendant ce temps, on aurait pu appeler à l'aide, sortir en courant, crier en retour, n'importe quoi. Mais personne n'a osé sortir. Un des voisins se souvient. Il a entendu une voix d'homme répéter « la vie » ou « le second mot n'a pas pu être distingué ». Le voisin s'est figé à la fenêtre. Il écoutait. L'obscurité derrière la vitre, des voix quelque part là-bas. Et la femme criait distinctement « Non, ne faites pas ça !» L'homme a répété sa phrase plusieurs fois. Puis des râles se sont fait entendre, comme s'il étranglait la victime. Le voisin est resté un peu plus longtemps, puis est rentré chez lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il a composé le numéro de la police. La police, bien sûr, a été appelée. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, quand la femme était déjà morte. 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour aller d'un bout à l'autre de Psi-Baye. Mais ils n'ont pas réussi. La mère de famille nombreuse n'avait pas parcouru une centaine de mètres jusqu'à sa maison. Littéralement, un virage, une rue. D'autres voisins ont raconté. Ils se sont réveillés à cause des gémissements, sont sortis sur le perron. Mais, une nuit chaude, quelqu'un a même pensé au début que c'était des chats. Mais non. Ils ont entendu une voix d'homme demander « la vie ou un acte sexuel ?» Une question étrange, horrible. Puis, les supplications plaintives de la femme. « Non, s'il vous plaît, non !» La voix était faible, intermittente. La femme s'étouffait. Après cela, des râles se sont fait entendre, comme si on l'étranglait. Les voisins sont rentrés en courant chez eux. Quelqu'un a immédiatement appelé la police. Quelqu'un d'autre a d'abord réveillé les membres de sa famille. Panique, peur. Et pendant tout ce temps, les criminels continuaient de battre Natalia. Une des voisines a réveillé son mari. Il est sorti sur le perron, a demandé quel était ce bruit. Il faisait sombre, il n'y avait presque pas de lune. Dans l'obscurité, il n'a distingué que les silhouettes d'un homme et d'une femme. 2 ombres sur le sol. L'une bougeait, l'autre non. Au cri, le jeune homme a répondu que sa femme était tombée. La voix était calme, banale, comme si, en effet, sa femme avait simplement trébuché. Le voisin est resté là, à écouter. À ce moment-là, la femme se taisait déjà. Seule la respiration du jeune homme s'entendait, lourde, accélérée. Le voisin s'est retourné et est rentré chez lui. Ensuite, il n'a pas dormi de la nuit, repassant ces secondes dans sa tête. Certains habitants ont avoué, ils n'ont tout simplement pas compris ce qui se passait. Ils n'imaginaient pas qu'un meurtre était en train de se produire, sinon ils seraient sortis même avec des fourches. D'autres ont dit ouvertement, ils avaient peur qu'on leur fasse la même chose. La peur a paralysé. Dans l'obscurité, on ne voit pas combien ils sont. 1, 2, 5, armés, sobres. Tout cela défile dans la tête en quelques secondes, et la peur l'emporte. Comme il s'est avéré plus tard, les assassins ont continué à se moquer de la victime, traînant son corps plus profondément dans les buissons. La terre était meuble, les traces sont restées distinctes. Ils la traînaient par les bras, l'un puis l'autre. Ils ne se sont arrêtés que lorsqu'un fourgon de police UAZ avec le policier de quartier est arrivé sur les lieux.
Les phares ont brusquement éclairé le lieu du crime, et dans cette lumière, 2 silhouettes sont devenues visibles pendant 1 seconde. Ils se sont figés, comme des animaux dans la lumière d'un projecteur. Puis ils ont détalé dans des directions différentes. Les monstres ont disparu dans l'obscurité, pendant que le policier de quartier sortait de la voiture. Le policier de quartier a immédiatement découvert des chaussures sur la route. L'une était posée semelle vers le haut, l'autre sur le côté. À côté, un téléphone, l'écran brisé. Une tache de sang sur l'asphalte, grande, sombre. Le policier de quartier a éclairé avec sa lampe de poche. Le sang continuait vers les buissons. Il a demandé des renforts et s'est tourné vers les Cosaques locaux pour obtenir de l'aide. Il n'y a plus de véritable poste de police à Psibaï depuis longtemps. Pour tout le village de 15 000 habitants, 2 personnes travaillent au poste de garde et 1 policier de quartier. 3 personnes pour tout. Quand quelque chose de grave se produit, les Cosaques aident. En fait, c'est une milice populaire volontaire, mais sans eux, ce ne serait pas possible du tout. Le corps mutilé de Natalia a été trouvé là, dans les fourrés, littéralement à 3 mètres de la route. Les Cosaques, avec les policiers, ont commencé à fouiller les rues à la recherche des criminels. Ils se sont divisés en groupes, sont allés dans différentes directions. Les lampes de poche éclairaient l'obscurité. Les voix se répondaient. Ceux qui ont eu le temps de voir le corps ont dit « il était impossible de le regarder ». Un des Cosaques a ensuite avoué « il avait servi pendant 20 ans, avait vu toutes sortes de choses, mais jamais rien de tel ». Il s'est détourné, a allumé une cigarette. Ses mains tremblaient. Il est resté longtemps dos au lieu, ne pouvant se résoudre à se retourner. À ce moment-là, chez Natalia, les 3 petits ne savaient pas encore que leur maman ne reviendrait jamais. Ils dormaient dans leur petit lit. Leur respiration était régulière, calme. Des rêves d'enfants. Seuls les enfants plus âgés et le mari de Natalia, Alexei, erraient comme des ombres dans l'appartement. Il est impossible de décrire leur état. Alexei était assis dans la cuisine, fixant un point. Le fils aîné était debout près de la fenêtre, immobile. Il regardait simplement dans l'obscurité. Ce soir-là, le mari n'avait pas d'objection à ce que Natalia aille au café avec son amie. La femme s'occupait constamment des enfants, devoirs, repas, ménage, lessive, encore des repas, encore des devoirs, un cycle sans fin. Et bien que, de temps en temps, le mari prenne en charge les tâches ménagères afin que la mère de 5 enfants puisse se reposer. « Vas-y, dit-il, c'est compréhensible, toujours à la maison avec les enfants, toutes ces tâches ménagères. » Il l'a laissé partir. Natalia fut ravie. Elle se prépara rapidement, se maquilla. Elle sourit à son mari en lui disant au revoir. Ce fut le dernier sourire qu'il lui vit. À 10 heures du soir, l'homme a appelé. Il l'a demandé comment ça allait. Si les femmes ne voulaient pas continuer la soirée chez eux, on pouvait boire du thé, parler encore un peu. Elles ont refusé. Il était déjà tard, tout le monde devait se lever tôt le lendemain. Alexei n'a pas insisté. Il a dit au revoir, a raccroché. Il a nourri et lavé les enfants, après quoi tous se sont couchés ensemble, sans attendre le retour de leur mère. Quand l'appel de la police est arrivé, Alexei n'a d'abord pas compris. Il a demandé de répéter. Puis il a silencieusement abaissé le téléphone. Il s'est assis sur le bord du lit. Le fils aîné a vu le visage de son père et a tout compris, sans un mot. Après l'appel de la police, l'homme s'est tenu bon, s'est occupé des enfants, mais dans ses yeux il y avait un vide et un chagrin inexprimable. Il se mouvait machinalement. Il a servi le petit déjeuner aux enfants, ses mains faisaient toutes d'elles-mêmes, sa tête était ailleurs. C'est la souffrance d'un homme qui a vécu non seulement la mort de sa femme aimée, mais la perte d'un être cher, qui a d'abord été retourné à l'envers, puis enterré. Hiroshka, 2 ans, le portrait de sa maman, ne quittait pas son père d'un pas.
Elle s'accrochait à sa jambe quand il se levait. Elle demandait « Maman et tout ?» Alexei la prenait dans ses bras, la serrait contre lui. Il se taisait. Que répondre à un enfant de 2 ans? Les plus âgés, Dima, 16 ans, et Evgeny, 19 ans, s'efforçaient de tenir bon. Leur visage était de pierre, leur dos droit. Ils devaient aider leur père avec leur jeune frère. Mais la nuit, Evgeny restait allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Il ne dormait pas. Il restait simplement allongé. Dima était assis dans la cuisine, fumant par la fenêtre ouverte. C'était la première fois de sa vie qu'il fumait cette nuit-là. Tous deux, la fierté de la famille, d'excellents élèves. L'un faisait un stage en Allemagne, étudiait pour devenir agronome. L'autre, un athlète, lauréat d'Olympiade. Tous deux avaient un avenir, des projets. Maintenant, ces projets semblaient avoir perdu tout sens. Les époux avaient vécu ensemble plus de 20 ans. Alexei se souvient dans les moindres détails du jour de leur rencontre à la Shveïka, c'est ainsi qu'on appelle l'usine locale. Natalia travaillait comme couturière, lui à l'entrepôt. Il l'a vue pendant la pause déjeuner. Elle était assise près de la fenêtre, mangeant une pomme. Le soleil tombait sur ses cheveux. Il s'est assis à côté, a commencé à parler. Elle a souri, et voilà, tout a commencé. 1 an plus tard déjà, le premier fils est né dans la famille. Petit, rouge, hurlant. Alexei le prit dans ses bras pour la première fois et comprit que désormais tout avait changé. Puis 3 autres garçons, l'un après l'autre. La maison se transforma en une ruche bruyante. Et 2 ans avant la tragédie, Natalia a donné naissance à une fille tant attendue. Alexei pleura de joie en apprenant que c'était une fille. Après 4 garçons, une fille. La femme a toujours pris soin d'elle. Après 5 accouchements, elle a gardé sa silhouette. Elle faisait de l'exercice à la maison quand les enfants dormaient. Même à la maison, elle avait toujours une coiffure impeccable, se souviennent ses amis. Elle pouvait passer la journée entière en tablier, mais sa coiffure était toujours en ordre. Elle était très habile de ses mains. Dans l'appartement, des paniers, des tableaux et des rideaux faits de ses mains étaient disposés partout. Des broderies au point de croix sur les murs, des napperons au crochet sur les tables. Ses mains étaient constamment occupées, elle ne pouvait pas rester inactive. La soirée fatale. Ce soir-là, la soirée fatale, Natalia a rencontré son amie Vera devant le magasin au centre du village. Il était environ 8 heures. Il faisait encore jour. Les gens se promenaient. Les femmes sont allées se promener. Elles parlaient de leurs enfants, de leurs maris, de leurs projets. Une conversation ordinaire entre amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Les connaissances se dirigèrent vers la malheureuse Ivushka et s'installèrent à une table. À l'intérieur, il faisait lourd, la musique jouait. Dehors, près du café, se trouvaient 2 autres tables. C'était plus frais, plus agréable là-bas. Vera se souvient, à la 2e table était assis un homme à moitié ivre avec un vélo. Il était assis seul, buvait de la bière, regardait dans le vide. Là, près de l'établissement, se tenaient 3 adolescents. Maxime et Andrei et un autre, Savli, de Krasnodar. Ils se tenaient en groupe, parlaient entre eux. Parfois, ils riaient, fort, brusquement. Quelques heures plus tard, ces jeunes s'approchèrent des femmes. Il faisait déjà nuit. Il y avait moins de monde au café. Natalia en connaissait 2 depuis leur enfance. L'un de ses fils étudiait avec eux. Les garçons savaient aussi à qui ils s'associaient. Il n'y a eu aucun problème. Les femmes et les adolescents ne se sont pas disputés, ont gardé leur distance et se sont vouvoyés. Les jeunes buvaient de la vodka, la bouteille était sur la table bien en vue. Les femmes, de la bière, légère un peu. Vera connaissait aussi l'un des suspects, Andrei, 16 ans. Le garçon était ami avec sa fille. Un bon gars, semblait-il, poli.
Il étudiait normalement, ne créait pas de problème. Nous étions assis là, à écouter de la musique, raconte Andreï, qui, après les interrogatoires, a été renvoyé chez lui. Il est assis dans la cuisine, tourne entre ses mains un verre d'eau. Il parle doucement, lentement. Ils étaient polis, ils nous appelaient tante Vera, tante Natacha. On peut, disent-ils, s'asseoir avec vous? Asseyez-vous. Mais ne jurez pas, ne vous montrez pas grossier. Ils ont respecté la hiérarchie, ils se sont vouvoyés. Andreï se tait, regarde par la fenêtre, puis il reprend. Ensuite, Savélie et Maxime sont arrivés. Nous étions assis ensemble, personne ne s'est disputé, il n'y a rien eu de tel. Tout était normal, quelqu'un racontait des blagues. Les analyses et les témoignages ont provisoirement montré l'innocence d'Andreï dans ce crime brutal. Son alibi a été vérifié, il correspond. Le jeune homme peignait la clôture avec son père quand les journalistes se sont approchés de leur maison. Le père a autorisé son fils à expliquer ce qui s'était passé lors de cette soirée fatale. Il se tenait à côté, écoutait, fumait. Parfois, il hochait la tête, comme pour dire que c'était vrai, que c'était bien cela. Selon le jeune homme, il ne parlait pas souvent avec Maxime. Ils se voyaient à l'école, parfois dans la rue. Des connaissances, mais pas des amis. Ils étudiaient dans la même école, mais dans des classes différentes. Selon l'adolescent, Maxime avait des problèmes à l'école. Il ne s'entendait pas avec les professeurs. Il répondait avec insolence, était grossier. La même année, il a été transféré à l'enseignement à domicile et il a complètement abandonné ses études. Il a complètement cessé d'y aller. On le voyait dans la rue le jour, pendant que les autres étaient en classe. Ce soir-là, tard, André fut le premier à s'asseoir à la table des femmes. Il a discuté avec tante Vera. Il a demandé des nouvelles de sa fille, de ses études, comment elle allait. Dehors, à ce moment-là, se trouvaient Maxime et son ami Savélie de Krasnodar. Ce dernier, selon André, il le voyait pour la 3e fois de sa vie. La première fois, quand il était venu chez Maxime. La deuxième, une semaine auparavant dans la cour. La troisième, là, au café. Voyant qu'André était en compagnie des femmes, les 2 autres se sont également assalés à la table. Maxime s'est assise à côté de Natalia, Savélie en face. Ils étaient assis tranquillement, personne ne se disputait. Savélie a tutoyé tante Natacha une fois et elle l'a corrigée. « Qui suis-je pour que tu me tutoies? Pour toi, je suis tante Natacha. » La voix était stricte, mais pas méchante. Elle l'a simplement remise à sa place. Savélie a hoché la tête et ne l'a plus tutoyée. Vers minuit, tout le monde est parti, se souvient Andreï. Il regarde la table, ses doigts tapent sur le plateau. Il affirme « Jusqu'au dernier moment, il n'y a eu aucun conflit. Personne n'a importuné les femmes. » Il a seulement ajouté un détail. Savélie aurait dansé avec Natalia. La musique jouait, il s'est levé, l'a invitée. Elle a souri, s'est levée. Ils ont dansé un peu, puis se sont rassis. Sinon, il n'y a rien eu. À minuit, la serveuse du café a fermé l'établissement. Elle a éteint la lumière, mis le verrou à la porte. Tout le monde a commencé à partir. Vera a demandé à Andreï de la raccompagner chez elle. Il a accepté immédiatement. En sortant de l'établissement, les femmes sont parties dans des directions différentes. Elles se sont embrassées pour se dire au revoir. « Bonne nuit » a dit Natalia. « À toi aussi » a répondu Vera. Ce furent les derniers mots que son amie entendit d'elle. Vera elle-même ne se promène pas sans être accompagnée. Son fils la rencontre toujours après le travail. À Psibaï, il fait sûr le jour, mais la nuit, l'obscurité fait peur. Quant à Natacha, selon son amie, elle était battante. Elle n'avait peur de rien, elle pouvait se défendre si nécessaire. Un caractère fort, elle ne laissait rien passer à son mari. Si quelque chose n'allait pas, elle le disait tout de suite.
Elle pouvait aussi bien réprimander que remettre à sa place. Les caméras de vidéosurveillance du café ont enregistré. Vera et Andrei, 16 ans, sont partis à gauche, vers le centre, et Natalia, à droite, par une ruelle sombre. Sa silhouette est visible à l'écran encore quelques secondes, puis elle se dissout dans l'obscurité. Arrestation. Savélie, 20 ans, l'ami de Maxime, a été arrêté le premier, près du lieu du crime, à 200 mètres, littéralement. Il était assis sur le trottoir, se balançant d'un côté à l'autre. Ses vêtements étaient ensanglantés, ses mains aussi. Les Cosaques l'ont vu, l'ont encerclé. Halte. Savélie n'a même pas essayé de fuir. Il les a regardés d'un œil trouble, a lentement levé les mains. Le détenu a expliqué qu'il n'était pas du coin, qu'il s'était saoulé, qu'il s'était perdu et qu'il avait commencé à errer. Sa voix était calme, ses mots clairs. Il ne ressemblait pas vraiment à un ivrogne, il parlait de manière cohérente, se tenait droit. Mais il était couvert de sang, c'est un fait. Le mari de Natalia a été immédiatement emmené pour interrogatoire. Une procédure standard, on vérifie d'abord les proches. Les enquêteurs, comme d'habitude, ont d'abord vérifié l'implication du conjoint dans le meurtre. Et comme d'habitude, de manière très cynique, ils n'ont rien expliqué. Ils ont simplement dit « c'est toi qui l'as tué sauvagement, défiguré, lui a arraché les entrailles ». Alexei était assis dans le bureau, regardant l'enquêteur. Il ne comprenait pas. « Moi, je l'ai tué ?» Sa voix était brisée. L'enquêteur hocha la tête. « Qui d'autre ?» C'est ainsi qu'Alexei a décrit l'interrogatoire. Il est resté là plusieurs heures. Il a répondu aux questions, passé des tests. Puis ils l'ont relâché. Son alibi était en béton. Il y avait des témoins. Et le matin, Maxime, 16 ans, a été arrêté. Ils l'ont trouvé chez lui, endormi. Ils l'ont réveillé, lui ont dit de s'habiller. La mère criait, pleurait. Le père se taisait, regardait le sol. Maxime a tout de suite tout avoué. Il n'a même pas essayé de se dérober. Il s'est assis dans le bureau de l'enquêteur et a commencé à raconter. En détail, calmement, sans émotion. L'enquêteur écrivait, puis l'a arrêté. « Attends, tu comprends ce que tu dis ?» Maxime a hoché la tête. « Je comprends. » Et il a continué. Son ami Savélie avait alors été libéré et il est rapidement parti pour Krasnodar. Le jour même, avec le premier train électrique. Il n'a même pas fait ses affaires, il est parti comme ça. La famille de Maxime ne sortait pas de chez elle à cause du harcèlement des villageois. Ils ont couvert les fenêtres, débranché le téléphone. Les voisins criaient sous les fenêtres. Quelqu'un a jeté une pierre, la vitre s'est brisée. Le jeune frère de Maxime a été battu en rentrant de l'école. 3 jeunes l'ont rattrapé, l'ont fait tomber, l'ont frappé à coups de pied. C'est pour Natacha, ont-ils dit, et sont partis. Le garçon est rentré à la maison tout couvert de bleu, sa chemise déchirée. La mère l'a vu, elle est tombée dans les pommes. Nous n'avons essayé de racheter personne, tout cela est un mensonge. Je crois que tout mal doit être puni, la justice doit prévaloir, a déclaré la mère de Maxime à travers l'interphone, en larmes. Sa voix tremblait, les mots étaient interrompus par des sanglots. On nous a harcelés, le plus jeune a été battu à l'école. Nous ne sortons pas, on nous menace. Mais je crois que mon fils n'aurait pas pu faire ça. Nous vivons un double chagrin et nous compatissons avec cette famille. Elle s'est tue, puis a ajouté plus doucement. Non, je n'y crois pas. Je connais mon enfant, il n'est pas capable de ça. Il est abattu et il a peur. La grand-mère de Maxime ne croit pas non plus à la culpabilité de son petit-fils. Elle est assise dans la cuisine, boit du thé, ses mains tremblent. Elle pense que son ami plus âgé, Savélie, l'a piégé pour ne pas écoper lui-même d'une peine de prison à perpétuité. Ce Savélie est déjà un adulte, rusé. Maxime est encore un enfant, stupide.
Il a pu facilement tout lui rejeter la faute. Les Cosaques locaux ont également été surpris en apprenant le nom du principal suspect. Bien que Maxime n'ait pas été un élève brillant, il s'est toujours comporté de manière adéquate selon les habitants. Même en état d'ébriété, il comprenait tout. Si on leur faisait une remarque, il s'excusait et partait, c'est-à-dire qu'il se comportait normalement. Personne n'aurait pu commettre un tel acte, même en étant ivre. Les adolescents auraient-ils pu s'en prendre à une femme dans une ruelle sombre et devenir sauvages après une vive résistance? C'était à l'enquête de le déterminer. Il est connu que dans le sang des deux, on a découvert non seulement une énorme dose d'alcool, 2,3 pour l'un, 2,7 chez l'autre, mais aussi des substances illicites, spice, produits de synthèse. L'expertise a montré qu'ils en avaient consommé récemment. L'effet était encore actif au moment du crime. L'enquête. Le comité d'enquête local a d'abord ouvert une affaire criminelle pour homicide volontaire, article 105, sans circonstances aggravantes, un meurtre ordinaire si l'on peut dire. La famille de Natalia avait de nombreuses plaintes concernant l'enquête. Les proches venaient, exigeaient des explications. On les renvoyait. L'enquête est en cours, nous ne pouvons pas commenter. Premièrement, il n'y a pas eu d'identification du corps. Les proches ont simplement été informés. C'est elle. Aucune formalité. Deuxièmement, la famille de la victime s'est adressée à l'enquête avec la question « Pourquoi le deuxième adolescent a-t-il été libéré sans que des analyses lui soient prélevées ?» Savelli est parti pour Krasnodar propre, aucune expertise, rien. Comment cela est-il possible ? Il n'y avait pas de motif, a répondu l'enquête. Pourquoi l'affaire n'a-t-elle pas été qualifiée selon un article plus grave, meurtre avec une cruauté particulière? L'article 105, partie 2, point D, c'est la prison à perpétuité pour un adulte. Mais non, juste l'article 5. De plus, l'enquête a passé sous silence l'agression sexuelle. Dans les premiers rapports, il était écrit « meurtre ». C'est tout. Pas un mot sur le viol, sur les organes prélevés. Selon les dires de la mère du conjoint de la défunte, l'un des coupables, Maxime, devait être immédiatement déclaré irresponsable et rapidement placé en hôpital psychiatrique. Pas en centre de détention provisoire, pas devant un tribunal, mais directement en asile, pour un traitement forcé. Et c'est tout. L'affaire était classée. La famille aurait reçu un appel anonyme les avertissant. Pendant que vous pleurez Natalia et vous occupez des funérailles, les forces de l'ordre veulent étouffer l'affaire. Qui a appelé? On ne sait pas. Une voix masculine, inconnue. Il a parlé et a raccroché. Mais cela a suffi pour que la famille sème l'alarme. De sinistres rumeurs se sont rapidement répandues dans le village. Une bande opérait à Psibaï, un groupe d'adolescents qui attaquaient les gens la nuit. Les gens croyaient que c'était ce groupe qui avait tué un homme 1 an auparavant, dont le corps avait été retrouvé dans un ravin. Le crime n'est toujours pas résolu. Le cadavre y est resté plusieurs jours avant que des chiens ne le sentent. Des chasseurs l'ont retrouvé. D'autres cas d'agression ont été rappelés. Quelqu'un a raconté avoir été attaqué il y a 6 mois. Il marchait le soir, on l'a approché par derrière et frappé. Il s'est réveillé sans portefeuille ni téléphone. Quelqu'un d'autre a dit que sa fille avait été suivie. Elle rentrait de l'école, a remarqué que quelqu'un la suivait. Elle a couru, a réussi à se cacher. Il était déjà difficile de savoir ce qui était réel et ce qui était une invention. La peur engendre des histoires. Le rassemblement. Dès le lendemain de l'arrestation de l'adolescent, une foule immense, des habitants non seulement de Psibaï, mais aussi des localités voisines, est descendue manifester. La place devant l'ancien cinéma. Plusieurs centaines de personnes. Des pancartes, des banderoles. Les gens criaient, exigeant justice. Les gens ont interpellé les fonctionnaires. « Sortez !» scandait la foule. « Expliquez !» Les fonctionnaires sont sortis,
pâle, en costume. Il se tenait sur le perron, comme sur un échafaud. Les habitants croyaient. De riches parents disculperaient leurs enfants de leur responsabilité dans le meurtre brutal de Natalia. Dans une petite localité, tout le monde sait qui est qui. On disait que le père de Maxime était le garde forestier en chef du district, connu pour, soi-disant, résoudre les problèmes par la force et la corruption. « Il a des relations !» criait quelqu'un de la foule. « Il va tous les acheter !» Les dirigeants du district et de la localité, les enquêteurs, les procureurs se tenaient sur le perron de l'ancien cinéma et ont longtemps rougi, répondant des fautes des années passées. Pendant 3 heures, les gens se sont plaints d'une enquête non objective, d'un traitement impoli de la part des forces de l'ordre et de l'absence d'un poste de police digne de ce nom. Une femme s'est avancée, parlant dans un mégaphone. « Il y a 1 mois, j'ai signalé un vol. Vous savez ce qu'on m'a dit ? C'est de votre faute, vous auriez dû mieux le garder. » Voilà comment fonctionne notre police. La foule a grondé, une autre personne a crié. « Et quand mon fils s'est saoulé, ils ne l'ont pas ramené à la maison, mais au poste. Là, ils l'ont battu et l'ont relâché. Est-ce cela la protection ?» Et le peuple a obtenu un écho. Les chaises sous les forces de l'ordre et les fonctionnaires ont vacillé. 1 semaine plus tard, le chef de la localité urbaine de Psibaï a quitté son poste. Il a présenté sa démission de sa propre volonté. Tous comprenaient que cette volonté n'était pas si propre. Non, nous n'avons pas cela sur notre territoire. Ce fait n'est pas confirmé chez nous, se justifiait l'un des fonctionnaires. La sueur coulait sur son visage, un mouchoir froissé à la main. Sa voix tremblait. La foule sifflait, criait. Ses paroles se noyaient dans le brouhaha. Il est parfois vraiment très important de parler de telles affaires, et il est important que la société ne les ignore pas. Par souci d'équité, il convient de noter, loin de toutes les rumeurs étaient fondées. Le père de Maxime, l'un des détenus, n'était pas du tout un magnat. Il travaillait comme directeur dans un complexe de transformation du bois. Salaire moyen, appartement ordinaire. La famille ne vivait ni pauvrement ni richement. Une vieille voiture, des meubles simples. Aucune relation particulière. La bande qui aurait sévi dans le village était aussi une rumeur. Aucun cas confirmé d'attaque de cette bande n'a pu être trouvé. Apparemment, les forces de l'ordre local voulaient résoudre l'affaire du meurtre de Natalia discrètement, sans bruit excessif ni attention des autorités régionales ou de Moscou. Cela aurait permis de conserver leur poste et d'éviter une épuration. Ouvrir une affaire sous un article léger, la classer rapidement, faire un rapport. Tout sous contrôle, tout en ordre. C'est peut-être ainsi que tout se serait passé. Et l'article aurait été différent, et il n'y aurait pas eu 2 détenus. Les enquêteurs ne parleraient pas maintenant si obligeamment avec la famille de la défunte et ne donneraient pas de commentaires sur le déroulement de l'enquête à la première demande. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette histoire, grâce au peuple, le mécanisme s'est tout de même enclenché. L'affaire pénale a été placée sous le contrôle spécial de l'appareil central du comité d'enquête de Russie, SKR, et de son chef, Alexander Bastrykine. Une équipe d'enquêteurs est arrivée de Moscou, des détectives expérimentés pour qui de telles affaires n'étaient pas les premières. Immédiatement après, le 2e suspect, Savely, a été arrêté à Krasnodar. Le groupe d'intervention a défoncé la porte et est entré. Savely était allongé sur le canapé, regardant son téléphone. Il n'a même pas été surpris. « Je savais que vous viendriez », a-t-il dit calmement. Cette fois, comme Maxime, il a été placé en centre de détention provisoire, une cellule d'isolement, 23 heures par jour entre 4 murs. Et plus tard, des informations sont apparues. L'adolescent aurait pu avoir des antécédents judiciaires.
une peine avec sursis pour une bagarre dont il était déjà libéré. Mais le fait lui-même était révélateur. Les médias ont commencé à parler du licenciement de la directrice de l'école où l'un des suspects étudiait. La directrice avait occupé ce poste pendant 15 ans. On lui a maintenant demandé de partir, officiellement à la retraite. En réalité, tout le monde comprenait la raison. Le crime barbare a intéressé les médias fédéraux, y compris les talk-shows scandaleux sur les principales chaînes. Des célébrités du petit écran ont discuté des détails et ont également exigé une juste punition pour les criminels. Caméras, lumière, public. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Demandait l'animatrice depuis l'écran. Où était la police ? Les invités hochaient la tête, indignés. Toute la nation a appris le meurtre brutal à Psi-Bey. L'affaire a été requalifiée sous un article plus grave, l'article 105, partie 2, meurtre avec une cruauté particulière. Désormais, la réclusion à perpétuité était encourue. Son enquête a été menée par des détectives expérimentés de la direction principale des enquêtes du SKR à Moscou. Des enquêteurs chevronnés qui avaient travaillé sur les affaires les plus médiatisées. Des enregistrements des caméras du café en question ont pu être récupérés. Cependant, les images étaient très floues. Les caméras étaient vieilles, la qualité médiocre. On y voyait des femmes debout à leur table. Autour d'elles, des adolescents. Natalia frappe légèrement l'un d'eux au visage. Pas fort, plutôt pour l'éloigner. Et elle s'en va. Impossible de distinguer qui exactement. Les visages sont flous, les silhouettes indistinctes. On voit ensuite 2 garçons la suivre. D'abord un. Quelques secondes plus tard, le second. Il marche sans se presser, les mains dans les poches. Les adolescents ont été inculpés. L'aîné, Savli, risquait jusqu'à la prison à vie. L'article 105, partie 2, c'est sérieux. Maxime, en raison de son âge, jusqu'à 10 ans. Les mineurs n'encourent pas la perpétuité. La question principale demeurait: pourquoi une mère de 5 enfants a-t-elle pu être tuée si cruellement? Le verdict. Le verdict dans l'affaire du meurtre de la mère de famille nombreuse à Psi-Bey a été rendu en octobre 2019, 9 mois après le début de l'examen de l'affaire pénale. Le tribunal a étudié 35 volumes de documents et interrogé 60 témoins. Chaque volume, des centaines de pages. Témoignages, expertise, photographie. La juge a tout lu, lentement, méticuleusement. Le procureur a raconté. Lorsque Natalia rentra chez elle, 2 jeunes hommes l'ont approchée et ont proposé de la raccompagner. Elle a accepté. C'étaient des connaissances, des locaux. Ils sont partis avec elle, mais en chemin, ils ont ramassé des pierres. Elles gisaient sur le bord de la route, des pavés. Ils les ont ramassées, les ont cachées derrière leur dos. Et ils lui ont infligé 19 coups à la tête. 19. L'expert a ensuite montré sur un mannequin, ici, un coup, ici et ici. Tout le crâne était fissuré. Natalia, saignant abondamment, a supplié d'être laissée en paix, mais ils ont continué à la frapper au visage, le transformant en une masse informe. Son visage avait cessé d'être un visage. Un œil était sorti de son orbite. Le nez était cassé à 3 endroits. Pendant que Natalia tentait de respirer par son nez cassé, le sang gargouillait dans sa gorge, des râles, ils ont procédé à l'outrage. L'un d'eux a sorti un couteau pliant de camping. Il l'a ouvert, a regardé la lame et a commis quelque chose d'impossible à décrire. Au final, les organes internes étaient mélangés, certains même sortis. Estomac, intestin, ils gisaient à côté sur l'herbe. Les experts ont ensuite tout recueilli, remettant le tout pour l'autopsie. Les proches de Natalia Dmitrieva l'ont enterrée dans un cercueil ouvert, malgré l'interdiction. À la morgue, on avait demandé de le fermer, l'apparence était trop horrible. Mais la famille a insisté. Il voulait montrer ce que les monstres lui avaient fait, que tout le monde voit.
Presque tous les habitants du village sont venus aux funérailles. La file s'est étirée sur des centaines de mètres. Les gens se tenaient silencieux, pleuraient. Personne ne parlait. Ils se tenaient juste là. Chacun des criminels a tenté de minimiser son rôle dans l'exécution de cette cruelle agression. C'est lui, a désigné Maxime en montrant Savelli. Non, c'est lui, a répondu Savelli. Tous deux ont déclaré qu'ils avaient raccompagné la femme chez elle, mais qu'ils n'auraient pas commis tous les actes qui leur étaient imputés. Je marchais juste à côté, a dit Maxime. Il était assis dans la cage, les yeux baissés. Je ne l'ai pas frappé, je suis juste resté là. Et le couteau ? A demandé le procureur. Une pause. Le couteau était avec lui. Savelli a secoué la tête. C'est un mensonge. Le couteau était avec lui. Je l'arrêtais. Finalement, aucun des deux n'a reconnu sa culpabilité. Par conséquent, au cours du procès, toutes les informations obtenues lors de l'enquête préliminaire ont été minutieusement examinées. Ce fut une affaire difficile, y compris d'un point de vue moral. Les avocats ont dit plus tard « Une telle chose ne s'oublie pas, on en rêve la nuit ». Les deux accusés se sont comportés calmement, tout en restant fermes sur leur position. Ils étaient assis dans des cages, regardant droit devant eux. Leur visage était impassible, leur regard vide. Les adolescents n'ont pas donné la raison pour laquelle ils avaient agi avec une telle cruauté envers Natalia, âgée de 40 ans. Interrogés, ils sont restés silencieux. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » ?»« Je ne sais pas. »« Qu'avez-vous ressenti ? » ?»« Rien. » Ils n'ont absolument manifesté aucun remords. Leur visage ne laissait transparaître aucun indice qu'ils se considéraient comme des criminels. Maxime a bâillé une fois pendant l'audience. Savelli dessinait quelque chose sur une feuille, des motifs abstraits, des lignes. Ils affirmaient que les relations sexuelles avaient eu lieu avec le consentement de la victime. Elle le voulait elle-même, disait Savelli. Elle s'est déshabillée d'elle-même. Le procureur a montré silencieusement des photos de vêtements déchirés. Savelli a détourné le regard. Mais leurs tentatives de se disculper ont échoué. Les preuves au dossier montrent que leurs actions criminelles étaient coordonnées. Des traces des deux ont été trouvées sur les lieux, des empreintes digitales sur les pierres. L'un aidait l'autre à commettre le meurtre et toutes ces horreurs envers la pauvre femme. L'ADN des deux a été trouvé sur le corps de la victime et sous les ongles de la victime, leur peau. Elle a résisté, griffé, tenté de se défendre. La mère de Maxime a déclaré qu'elle défendrait son fils jusqu'au bout. Elle a assisté à toutes les audiences, pleurant. « Ce n'est pas mon garçon, on l'a piégé. » Le père, lui, a tout de suite coupé court, qu'il purge sa peine intégralement. Il est venu à une audience, a regardé son fils. Le fils a baissé les yeux. Le père s'est retourné et est parti. Il n'est plus jamais apparu. Il était clair que la famille ne pourrait plus vivre dans le village. C'est pourquoi ils ont immédiatement déménagé à Norilsk. Ils ont vendu leur appartement pour une bouchée de pain. Ont fait leurs valises. Ils sont partis de nuit pour que personne ne les voie. Au cours de l'enquête, il a été révélé que le meurtre aurait peut-être pu être évité si une employée de la police locale, OMVD, avait correctement rempli ses fonctions. Un mois avant le crime, Maxime avait participé, avec d'autres adolescents, au vol d'objets chez un habitant local. Ils étaient entrés dans un abri de jardin, en avaient sorti des outils et de l'équipement. La victime s'était adressée à la police, avait déposé une plainte. Mais l'employé de la police locale avait insisté pour qu'il renonce à ses accusations contre les jeunes cambrioleurs. « Voyons, ce ne sont que des enfants, rendez les affaires et tout sera oublié. » L'homme ne voulait pas, mais il a été persuadé. Plus précisément, on l'a forcé. Le 7 mai 2018, 5 jours avant le meurtre, elle avait rendu une décision de non-lieu pour l'ouverture d'une procédure pénale.
Elle avait signé le document, apposé le sceau. Si l'affaire avait été ouverte, Maxime aurait été sous enquête. Il ne se serait pas promené dans les rues. Il ne serait pas allé à ce café. L'enquêtrice, qui avait refusé d'ouvrir l'affaire, a été privée du droit d'occuper des postes au sein des forces de l'ordre pendant 3 ans, une disqualification. De plus, après un audit sur le maintien de l'ordre public, de nombreux policiers ont été licenciés ou ont démissionné volontairement. Le chiffre d'une 30aine de personnes a été mentionné. Une purge sérieuse a eu lieu dans les rangs. Les policiers de quartier et d'autres employés dont le travail vise à prévenir de tels crimes ont également payé le prix. Le chef du commissariat local a présenté sa démission, son adjoint aussi. Les enquêteurs, les officiers de police judiciaire, une dizaine de personnes sont partis immédiatement. Certains ont été licenciés de force, d'autres ont démissionné d'eux-mêmes, comprenant la situation. Le mineur Maxime Banderenko a été condamné à 10 ans de privation de liberté. La peine maximale pour un mineur selon cet article. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il a purgé sa peine dans un établissement pénitentiaire, colonie éducative. Les conditions y sont plus clémentes que dans une prison pour adultes. Études, travail, régime. Il a ensuite été transféré dans une colonie à régime général. Là, c'est déjà plus strict. Règles d'adultes, ordre d'adultes. Son complice, Saveli Nikiforov, a été condamné par le tribunal à 19 ans de colonie à régime sévère. 19 ans, c'est presque la perpétuité. Il sortira vieil homme s'il sort, à 39 ans, toute sa jeunesse derrière les barreaux. Alexei Dmitriev, qui a perdu sa femme, juge la sentence trop clémente. Il se tenait devant le palais de justice après le prononcer, fumant. Des journalistes se sont approchés, lui ont demandé ce qu'il en pensait. Il a tiré une bouffée, a exhalé la fumée. C'est trop peu. Il aurait dû avoir la perpétuité. Il parlait de Saveli. Il insistait pour une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le criminel majeur. Actuellement, Alexei élève ses enfants seul, avec le soutien de sa nouvelle épouse. Il s'est marié 1 an après la tragédie. Non par bonheur, mais par nécessité. Les enfants ont besoin d'une mère. La femme est bonne, elle traite les enfants avec gentillesse. Mais elle n'est pas Natalia. Les enfants le comprennent. Il s'efforce de donner à ses enfants une bonne éducation, ce dont Natalia rêvait. Le fils aîné aide son père. Il travaille, ramène de l'argent à la maison. Le plus jeune est à l'école avec sa seule fille. La fillette grandit, ressemble de plus en plus à sa mère. Les mêmes yeux, le même sourire. Natalia n'avait que 40 ans, l'âge où la vie ne fait que commencer véritablement. Les enfants grandissent, il y a plus de temps pour soi. On peut voyager, rêver, planifier. Elle élevait 5 enfants. L'aîné avait 20 ans à ce moment-là. Son deuxième garçon était un camarade de classe de l'assassin. Ils étaient assis au même pupitre à l'école primaire. Le troisième fils était en 2e année. Le 4e allait à la maternelle. La plus jeune fille avait 2 ans au moment de la tragédie. Si les enfants plus âgés tentent de surmonter l'horreur, allant voir un psychologue, parlant, la fillette de 2 ans, elle, parcourait les pièces en appelant sa maman. Elle entrait dans la chambre, regardait le lit vide. Maman, le silence. Alexei la prenait dans ses bras, la serrait. Il restait silencieux. Des larmes coulaient sur ses joues, mais il ne les essuyait pas. Natalia était une mère et une épouse exemplaires. Il est étrange que des gens aient commencé à l'accuser d'être simplement allé prendre un café avec une amie ce soir-là. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Demandaient certains. Pourquoi y est-elle allée ? C'est de sa faute. Tout le monde rencontre des amis. Y a-t-il quelque chose de mal à cela ? Cette femme avait droit au repos, à quelques heures de liberté du quotidien. Personne n'est coupable du fait que des monstres se soient trouvés sur son chemin. Je l'ai vu. On a demandé au gars « Mais pourquoi es-tu ivre là-bas ?»
et il a dit qu'il partait pour le nord, alors il faisait la fête. Nous sommes partis avec lui, et le lendemain, nous avons appris qu'il avait, tué une femme, se souvient l'une des témoins. Elle est assise dans la cuisine, ses mains serrant une tasse. Elle parle doucement, avec des pauses. Dans quel état l'avez-vous vue? Elle réfléchit, regarde par la fenêtre. Eh bien, il riait. Tu es juste là, tu lui parles, et il peut se mettre à rire sans raison. Il n'était pas dans son état normal. Sous quelque chose, tu penses? De l'alcool aussi, mais pas seulement. Elle se tait. Dehors, il fait nuit. À Psibaï, les lampadaires s'éteignent à nouveau. 33 ampoules dans la rue principale. Le reste, l'obscurité.